was made for loving you, mate, and you were made for loving me. Out tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. Out tonight, I wanna let it touch your feet. Bonjour tout le monde, c'est Matmo199, seul. Ouais, j'ai paumé l'ambiance directe. Voilà, normalement Jax était avec moi. Malheureusement Jax n'a pas pu venir, donc en tout cas du moins il n'est pas là aujourd'hui. J'ai à corps et âme cherché un remplaçant, mais je n'en ai pas trouvé à sa hauteur. Donc je vais le faire tout seul. Oui, alors c'est un concept. Une émission de débat sans débat. Voilà, non, plus sérieusement, ça va être une émission très courte parce que je veux quand même moi donner mon avis, mais évidemment c'est quand même beaucoup moins bien quand Jax n'est pas là. Même, enfin voilà, quand il y a du monde c'est toujours cool. Là clairement, tout seul déjà, moi je prends beaucoup moins de plaisir à faire cette vidéo. Je la fais parce que clairement, je me suis engagé à sortir une vidéo avant chaque match des Bleus. Notre équipe de France joue dimanche, donc la vidéo sortira. Elle sera de moins bonne qualité, je pense, car il y aura un manque clairement d'analyse. Mais je vais me lancer quand même. Alors je vais directement commencer. Donc on va faire un schéma habituel. On va parler d'abord de l'équipe de France. Ensuite j'ai décidé de faire un nouveau concept, de virer la partie où je parle des matchs à venir et de carrément faire des thèmes globaux. L'équipe coup de cœur, le joueur coup de cœur et enfin les pronostics. Alors tout d'abord l'équipe de France. Je vais parler 5 minutes de France-Albanie. Clairement moi France-Albanie j'ai été déçu. Alors il y a certaines personnes qui vont me dire Matmo on a gagné 2-0. Ouais, mais on a mal joué. Et je pense que le foot pour moi à la base c'est un spectacle. Et avant d'être une compétition c'est un spectacle. Les gens ils viennent, ils veulent s'amuser, ils veulent voir du beau jeu. Aujourd'hui quand moi j'ai regardé l'équipe de France, je me suis fait chier. C'était pas du beau jeu. Alors le premier match, c'était le premier match. Il y avait les émotions, le but de Payet il m'a fait vibrer. Enfin, le premier match c'était quelque chose de très émotionnel. Le deuxième on s'attend à plus de beaux jeux. J'ai été déçu. Maintenant, clairement pour moi Didier Deschamps a fait une erreur. Mettre à 4-2-3-1 c'était une mauvaise idée, à l'image du 3-5-2 de Laurent Blanc en Ligue des Champions. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Pour moi c'est une mauvaise idée de tenter un dispositif jamais fait durant une compétition internationale. Voilà, maintenant il n'y a pas que le jeu, donc je vais m'attarder sur les performances personnelles. Clairement il y a des joueurs qui ont déçu pendant ce match. Je pense à Olivier Giroud. Voilà, moi Olivier Giroud est un joueur que je n'aime pas trop. Après il a fait ses preuves, il a marqué 8 matchs en 8 buts, un truc comme ça, mais il n'a pas été bon contre l'Albanie. J'espère qu'il le sera dans les matchs qui arrivent. Anthony Martial, catastrophique. Jax n'est pas là, il l'aurait peut-être défendu parce que Anthony Martial est mancunien, Jax est supporter d'United, donc obligatoirement. Bon voilà, mais Martial a été dégueulasse. Il a essayé souvent de faire la différence tout seul, de dribbler 3-4 défenseurs albanais. Ça n'est pas passé. Clairement de la déception de ce match, Anthony Martial. Dimitri Payet. Dimitri Payet quoi, c'est-à-dire qu'en première mi-temps il était invisible et en deuxième mi-temps c'était un génie. Clairement Dimitri Payet est beaucoup plus à l'aise à gauche qu'en numéro 10, c'est une évidence et je pense que Didier Deschamps l'a enfin compris. Coman il a été plutôt bon, il a été assez invisible mais tout du moins il a fait moins d'erreurs que Martial et je trouve qu'il a été plus collectif qu'Anthony Martial. N'Golo Kanté, Blaise Matuidi. N'Golo Kanté comme d'habitude, ce joueur a fait sa place en équipe de France, il est très bon, il gratte un nombre incalculable de ballons. Blaise Matuidi, je suis parisien et Blaise Matuidi, moi j'ai vu la fin de saison au PSG où clairement il était en baisse de régime, notre ami Blaise, et ça se confirme durant l'Euro, il manque clairement de physique, il se fait avoir sur plusieurs courses, il est pas très bon techniquement. Pour moi Blaise Matuidi, il devrait pas être titulaire dans cette équipe. Je pense que clairement je pense qu'un Pogba aurait eu beaucoup plus sa place pendant ce match dans le 4-2-3. Donc on va revenir, je ne vais pas parler de la défense parce que je trouve que la défense globalement il s'est pas passé grand chose, elle a tenu la baraque. Je vais maintenant passer à Paul Pogba. Je vais d'abord parler de ce que j'ai pensé de lui durant France-Albanie et enfin de la polémique du bras d'honneur. Alors Paul Pogba, pendant France-Albanie, pour moi il a tenu la baraque.
Je raconte n'importe quoi, je suis fatigué, je sais pas pourquoi je dis ça. Il n'a pas tenu la baraque, mais il est rentré en cours de match. Et il a clairement amené ce qui manquait à l'équipe de France, et ce que Matuidi n'offrait pas à l'équipe de France. C'est-à-dire que quand Blaise Matuidi était là sur le terrain, ça manquait de présence, ça manquait de performance, ça manquait de tout. Paul Pogba, il a amené ce que Matuidi n'amenait pas. Cependant, Paul Pogba a clairement voulu faire la différence, en gros pour envoyer un message à Didier Deschamps en lui disant « Écoute Didier, tu m'as mis sur le banc, je vais te montrer que je suis le meilleur ». Il n'aurait pas dû, parce que à l'inverse d'un Antoine Griezmann qui est rentré et a directement fait la différence, Paul Pogba lui a trop voulu la faire justement cette différence. Je pense à une action en particulier où il est face à, il y a 3 joueurs français qui font des appels, il essaie d'y aller tout seul, c'est clairement une erreur de sa part et ça a un peu gâché son match. Maintenant, le bras d'honneur, le pseudo bras d'honneur de Paul Pogba, moi je vais pousser un coup de gueule contre la presse. Au bout d'un moment, c'est plus possible. On est en France. Je vais louer tout d'abord l'attitude du directeur de Beansport qui a dit qu'il balancerait pas les images parce que voilà, il soutenait l'équipe de France, il voulait pas créer de polémique. C'est beau, c'est bien d'avoir dit ça. Mais maintenant l'équipe, je peux pas. La une de l'équipe qui met Paul Pogba sur les nerfs, je crois que c'était ça le titre. Je mettrai la une en photo au montage. Pour moi, c'est une blague. Voilà, c'est clairement, j'ai l'impression que le journal L'équipe veut que notre équipe, à nous les Bleus, perde. Elle crée des polémiques là où il n'y en a peut-être pas. Alors, peut-être que Paul Pogba fait un bras d'honneur, ça c'est un autre débat. Lui il dit que non, moi je pense que oui. Mais la question n'est pas là. Ils sont partis dans un délire où il insulte toute la presse française et tout. Non, moi je pense surtout qu'il est énervé, il est frustré, il fait un bras d'honneur, ok c'est déplacé, mais personne l'avait vu. Puis c'est pas comme Nasri qui avait gueulé ferme ta gueule à un journaliste. Là clairement c'est un geste de frustration, il en veut un peu à tout le monde, il s'en veut surtout à lui-même, il est énervé, il fait peut-être un bras d'honneur. Je trouve qu'on monte des histoires dans les médias français pour bouleverser l'équipe de France. Moi ça me gêne, je pense qu'aujourd'hui on devrait être dans un climat d'union, un climat de défense envers l'équipe de France, et l'équipe ne le fait pas. Je vais pas accorder plus de temps à cette polémique parce que pour moi justement il n'y en a pas. Alors France-Suisse, on va passer sur France-Suisse, les enjeux du match France-Suisse. La France doit gagner pour assurer sa première place ou faire un nul. Clairement, j'espère que Didier Deschamps va mettre l'équipe type pour les entraîner, mais ce match n'a pas beaucoup d'enjeux. Mais il va permettre à l'équipe de se tester contre une meilleure équipe. Je vais détailler ce que je viens de dire. La Roumanie et l'Albanie, c'était 2 équipes qui jouaient bas. 2 équipes qui jouaient même très bas. Ça manquait clairement il n'y avait pas d'intention de jeu chez les Roumains et les Albanais. Là au moins les Suisses, on sait qu'ils vont essayer d'attaquer parce qu'ils veulent la première place. Enfin j'espère du moins qu'ils vont attaquer. Donc il y aura une vraie adversité, un vrai beau match. On pourra juger un peu mieux l'équipe. Et surtout l'équipe de France doit se racheter sur la qualité de jeu. Parce que si elle fait un match aussi médiocre que les 2 premiers, déjà a fortiori le résultat sera compliqué à aller chercher. Et en plus on fera clairement par rapport à l'Espagne, j'y reviendrai plus tard, qui a fait de très beaux jeux contre la Turquie. Nous pour l'instant on n'a développé aucunement un jeu qui nous permet de prétendre à la victoire finale. Donc voilà pour les enjeux de France-Suisse. Et moi l'équipe que je mettrais pour France-Suisse, honnêtement, je pense que je laisserai la même que celle qui est eu contre France-Roumanie. Je ferai pas un délire parce que j'ai vu il y avait des gens qui voulaient que Didier Deschamps fasse tourner. J'ai l'impression qu'on a une équipe qui est tellement forte, qui est tellement à l'aise qu'on peut se permettre de faire tourner pour le 3e match. Non, bah non. On a une équipe qui est en rodage, on a des défenseurs qui clairement sont actuellement pas à l'aise encore entre eux. On a un milieu de terrain qui a changé 2 fois en 2 matchs. Il faut remettre une équipe stable. Donc pour moi, mon 11 contre la Suisse, il est simple. 4-3-3, Loris dans les buts. Enfin, l'équipe, comme vous la connaissez, c'est Loris, Sagna, Rami, Koscielny, Evra, Matuidi, Pogba, Kanté. Et l'attaque, Griezmann, Giroud et Dimitri Payet, évidemment. Donc voilà pour la rubrique équipe de France. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement court parce que voilà, encore une fois je débat tout seul, je prends pas plaisir à faire cette vidéo. Vous le ressentez, je pense. Clairement, voilà. C'est pas comme d'habitude et je suis pas déçu parce que j'adore débattre de football, mais débattre avec soi-même c'est toujours moins cool que débattre à plusieurs. Donc je fais une petite pause dans l'enregistrement, on se retrouve tout de suite. Me revoilà, même si encore une fois vous ne voyez absolument pas la différence vous quand vous regardez les vidéos.
Alors donc la nouvelle rubrique que j'ai appelée moi, donc en gros ça sera des thèmes globaux, donc elle n'a pas de nom finalement. J'ai pris 3 équipes sur lesquelles j'ai envie de développer un peu, parce que l'idée en fait de faire les matchs qui venaient, c'était avant qu'on pense à faire les pronostics. Et du coup je trouve ça idiot de présenter les matchs sur lesquels on va dire nos pronostics après, parce que c'est assez redondant, donc je me suis dit quoi, là, on gardera les matchs à venir durant la rubrique pronostics. Alors je vais m'attarder d'abord sur la Croatie, parce que comme ça permet de faire une petite transition avec le premier parlant euro où mon équipe coup de cœur était la Croatie. La Croatie, moi je vais revenir dessus parce que c'est clairement une des équipes qui m'a fait la plus belle impression durant cet euro. Tout simplement parce que le premier match elle l'a mené de bout en bout contre la Turquie et que c'était encore une fois du très beau jeu avec cette reprise magnifique de Modric. Et surtout que le deuxième match pour moi est clairement un des plus beaux matchs de l'euro. Le match avec le plus de buts, puisqu'il y a eu 2-2. Oui, donc il y a eu 2-2, donc la Croatie n'a pas gagné, mais je vais revenir pour ceux qui n'ont pas vu, ce match était très bizarre. Donc on remet dans le contexte, la Croatie fait un football magnifique, mène 2-0 très logiquement et aurait même dû gagner 3-4-0 si Mandzukic n'avait pas raté masse occasion. Pour moi c'est un des plus beaux matchs de cet euro en qualité et en quantité. Pourquoi? Parce que la Croatie a produit un jeu très fluide, un peu à l'espagnol s'il vous plaît, mais si vous voulez. Parce que l'Espagne de 2012, c'est-à-dire que l'Espagne de 2012 c'était un jeu très rapide qui jouait à une touche et qui ensuite finissait souvent en action de but. C'est ce qui s'est passé pendant 80 minutes avec la Croatie qui a fait un football incroyable. Je pense notamment à Rakitic, parce que Modric est sorti sur blessure, mais j'espère que c'est pas grave. Rakitic a fait un super match, Perisic pareil. Ça jouait vraiment bien. Et petite pensée au capitaine croate Serna qui a perdu son père il y a peu et qui a été en larmes pendant l'hymne. C'était vraiment un des moments très tristes de cet euro. Alors pourquoi pendant 80 minutes seulement? Parce qu'à partir même de la 75e minute, ils ont pris un but, nos amis croates. La seule occasion honnêtement de la République tchèque, c'est ça, c'est un centre de Rosicky, tête du joueur tchèque qui s'appelle Skoda. Je ferai pas de blague. Tête de Skoda qui a mis petit filet. Ça relance le match 2-1, mais honnêtement personne ne se faisait d'inquiétude pour la Croatie qui menait ce match de bout en bout. Puis à 5 minutes de la fin, des pseudo-supporters croates balancent des fumigènes sur la pelouse. Enfin des pseudo-fumigènes, ça explose de partout. Donc l'arbitre arrête le match pendant au moins 5-6 minutes. Et d'ailleurs, petite pensée au stadier qui a essayé de ramasser un ballon, c'était des sortes de ballons en feu finalement. Il s'en est pris un qui a explosé juste à côté de lui. J'ai eu peur sur le coup, a priori rien de grave. Mais encore une fois, c'est des images qui ne sont pas à voir dans les stades de foot. Donc voilà, ça a perturbé clairement les Croates qui rentrent sur le terrain. Et là, on comprend qu'en gros, les Croates sont pas bien, sont perturbés. Et que la République tchèque joue le tout pour le tout. La République tchèque attaque, pousse. Penalty, qui pour moi est logique parce qu'il s'était passé la même chose l'année dernière en Ligue des Champions. PSG Chelsea, Thiago Silva saute, il lève les bras, ça touche la main, même si c'est involontaire, l'arbitre siffle, c'est arrivé la même chose aujourd'hui. Donc un penalty sur une main qui pour moi n'est pas contestable, penalty transformé, 2-2, le match se termine là. Donc clairement on va dire que la Croatie a déconné parce qu'ils ne devaient pas faire match nul dans ce match, mais ça n'enlève rien à la qualité de leur jeu qui pour moi fait que c'est une équipe qui peut clairement prétendre à la victoire finale. Voilà pour cette petite analyse sur la Croatie. Deuxième thème que je souhaite aborder, l'Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne? Parce que ça me permet de faire une petite transition avec la Pologne, puisque le match qui a eu lieu avant-hier, c'était Allemagne-Pologne, à 0-0, le premier 0-0 de cet euro. Et bah clairement l'Allemagne a déçu, et la Pologne a... Je suis en train de chercher l'inverse de déçu. L'Allemagne a déçu et la Pologne, elle, en l'occurrence, n'a pas déçu. C'est-à-dire qu'on a eu un match qui pour moi était le premier quart d'heure très allemand. Je pensais que la Pologne allait se faire défoncer. Et au fur et à mesure du temps, la Pologne a montré qu'elle avait des ressources, a bien joué, aurait dû gagner. Parce que, alors, Jack Steller 54, je sais que tu as regardé cette vidéo. Ton coup de cœur Milik. Le mec, il fait une tête à 2 mètres du but. Même du nez, même un but du nez, ça serait passé, le gars il a réussi à la rater quoi. Donc en gros la Pologne aurait dû gagner si Milik n'avait pas bouffé la feuille de match 2 fois. Donc c'était vraiment une belle prestation de la Pologne, mais par contre vraiment une vraie déception de l'Allemagne qui s'est éteinte au fur et à mesure du match. Et moi je pense que l'Allemagne n'ira pas loin dans cet euro, enfin n'ira pas loin. 8e et quart de finale c'est facile parce que les équipes sont faibles, mais je pense qu'en tout cas je la vois pas aller en finale. Cette équipe d'Allemagne clairement pour moi elle... Alors, vous voyez, il y en a qui vont me dire qu'elle est supérieure à l'équipe de France, qu'elle a mieux joué, etc. Oui. Cependant, l'Allemagne, quand elle a joué contre la Pologne, elle a joué contre une équipe
qui faisait le jeu. La France, pour l'instant, n'a pas joué contre de grosses équipes, donc on peut pas dire. Pour moi, l'Allemagne-Pologne, c'était une vraie adversité, et l'Allemagne n'a pas répondu présent. Donc si l'Allemagne ne corrige pas ses défauts, ça voudrait dire que quand on tombera contre une autre grosse équipe, elle ne répondra pas présente. Donc voilà ce que je pense de l'Allemagne, et je vais terminer ce petites équipes pêle-mêle là, que je décris, enfin ce que je pense, etc. Dites-moi d'ailleurs si cette rubrique vous plaît. L'Espagne. Alors l'Espagne, là le match, je fais cette vidéo après le match Espagne-Turquie. Le premier quart d'heure de ce match était d'un ennui total. L'Espagne ne jouait mal, etc. Il y avait beaucoup d'approximations techniques. Puis, Dieu Andrés Iniesta a commencé à faire des siennes. Ce joueur est pour moi le plus gros regret que j'ai en termes de ballon d'or. Il aurait clairement dû avoir un ballon d'or. Il l'a jamais eu. Et c'est vraiment... je sais pas quoi dire sur ce joueur, parce que j'aime beaucoup Lionel Messi. J'aime pas Cristiano Ronaldo, mais je reconnais ses qualités. Je comprends que ces deux joueurs-là aient eu 9 ballons d'or ou 8 ballons d'or lors des 8 dernières années. Mais Iniesta, pour moi, aurait dû avoir un ballon d'or. Peut-être en 2010, je sais pas. Parce qu'au vu du match qu'il a encore fait aujourd'hui, c'est un joueur hors norme. C'est-à-dire que l'équipe d'Espagne, pour moi, est beaucoup moins forte qu'en 2010, en 2008, en 2012. Mais elle est clairement dépendante. Iniesta peut faire la différence à chaque touche de balle. Le troisième but espagnol, c'est Iniesta qui fait la passe. Bon, je vais arrêter mon ode à Andrés Iniesta et revenir plus longuement sur le match. Si l'Espagne a gagné, c'est en partie grâce à Iniesta et en grosse partie grâce à la défense turque qui n'a de défense que le nom. Car le premier but, c'est dû à une erreur, un magistral de marquage. Morata, il est tout seul, personne à 2 mètres autour. Et le deuxième but, j'en parle pas, c'est le défenseur turc. Il a fait une passe décisive à Morata, comment il s'appelle, Nolito, je crois que c'est ça, le joueur du Celta Vigo. C'est clairement la défense turque m'a vraiment déçu sur ce match. Et le troisième but, voilà, une œuvre d'art d'Andrés Iniesta. Cependant, même si la défense turque a été mauvaise, ça n'enlève rien à la performance exceptionnelle de l'Espagne, qui clairement, je pense que j'ai dit beaucoup clairement dans cette vidéo, qui montre à l'Europe qu'elle est encore candidate pour cet Euro. Et moi, l'Espagne, c'est une équipe que je ne mettais pas spécialement favorite au départ, et que je vois monter en puissance, et qui, contrairement à la France, a des médias qui la soutiennent. Parce que l'Espagne a été entachée juste avant l'Euro d'une polémique sexuelle, puisque David De Gea est accusé d'avoir organisé en 2012 des rencontres sexuelles avec des mineurs, des prostituées, etc. Si ça avait été en France, on aurait fait tout un pataquès, il y aurait eu des titres de l'équipe en mode faut-il virer De Gea. Mais non, là-bas en Espagne, vous voyez, c'était de vrais supporters, ils enterrent l'histoire, ils en parlent pas trop, et ça reviendra après l'Euro, et là ils soutiennent vraiment leur équipe. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que l'Espagne est une vraie terre de football, peut-être parce que tout simplement les journaux savent ce que c'est soutenir une équipe. Voilà, j'en ai fini de ma petite partie sur quelques thèmes que je voulais aborder, et je vais maintenant passer à une autre partie que vous connaissez cette fois-ci, qui est l'équipe coup de cœur. Alors je vais essayer d'être court, parce que je peux pas avoir l'avis des autres évidemment. L'équipe coup de cœur, mon équipe coup de cœur, moi, c'est le Pays de Galles. Pourquoi le Pays de Galles? Parce qu'ils ont perdu? Excellent. Non, parce que le Pays de Galles, c'est pour les 2 premiers matchs, pas que la défaite contre l'Angleterre. Le Pays de Galles m'a fait vraiment une bonne impression dans le Pays de Galles-Slovaquie, m'a rapporté 5 € durant mon pari en sport, donc je ne cache pas que ça a un peu motivé ma décision. Le Pays de Galles n'a pas fait une compétition officielle depuis 1958 et joue crânement sa chance durant cet Euro. Ils ont battu la Slovaquie, qui elle-même a battu la Russie, donc c'est la preuve que le Pays de Galles n'est pas une petite nation footballistique. Ils ont un joueur, Gareth Bale, qui porte l'équipe. J'avais vu qu'il était influent qu'il influait dans 80% des buts gallois. Faut pas qu'il se blesse pour les Gallois. Clairement, les 2 buts là en 2 matchs et 2 coups francs, mais magistraux de Bale. Bale est un joueur qui pour moi n'aurait pas dû signer au Real Madrid, car il est dans l'ombre de Ronaldo et est presque absent finalement du Real Madrid. Pour moi, c'est un joueur qui devrait porter une équipe à l'image de ce que faisait un Zlatan à Paris ou même un Messi à Barcelone une époque. Voilà, c'est un joueur qui pour moi devrait pouvoir porter une équipe. Je pense qu'il n'est pas à sa place au Real Madrid. Mais ça, c'est un autre débat, on va rester sur l'Euro. Et voilà, pour moi, clairement, Gareth Bale est un joueur qui m'a fait une très bonne impression.
pourquoi je parle de Gareth Bale? Putain, mais Mato, tu es con. Le Pays de Galles est une équipe qui m'a fait une très belle impression. Une équipe, pas que Gareth Bale, justement, vraiment l'équipe globale. Aaron Ramsey au milieu de terrain qui malgré sa coupe de cheveux désastreuse, fait un très bel Euro. Leur défense très solide car ils ont, alors même s'ils ont pris 2 buts contre les Anglais, c'est 2 buts dont un but pris à la toute dernière seconde. Donc voilà, je pense que le Pays de Galles, j'espère, enfin, normalement le Pays de Galles va se qualifier et j'espère qu'ils iront peut-être jusqu'en quart de finale parce que ça serait cool pour eux. Ils n'ont pas fait de compétition depuis 1958 et petite pensée parce qu'ils ont perdu contre les Anglais, le derby gallois-anglais. Qui n'était pas mérité honnêtement parce que les Gallois ont fait plutôt un beau match, ils menaient 1-0 puis le sort a voulu que les Anglais gagnent 2-1. Alors voilà pour moi l'équipe coup de cœur. Je vais maintenant passer aux joueurs coup de cœur et on va rester dans ce groupe. Il s'agit de Marek Hamsik, le Slovaque, qui a mis un but somptueux contre la Russie. Pourquoi ce joueur? Alors déjà parce que je trouve que l'équipe slovaque propose clairement du beau jeu. Alors c'est-à-dire que Pays de Galles-Slovaquie pour moi a été pour moi un des matchs les plus beaux à regarder. Pourquoi? Parce que les deux équipes jouaient. C'est ça qu'on a eu beaucoup de matchs pendant cet Euro, j'allais dire bipolaire. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui attaquait, une équipe qui défendait. Pays de Galles-Slovaquie, ça a été deux équipes qui ont joué le jeu, qui ont attaqué, qui ont livré 2-1. Parce que 2-1 dans cet Euro, d'habitude 2-1 c'est pas un très gros score, mais alors dans cet Euro-ci avec très peu de buts, 2-1 c'est un gros score. Il y a eu du suspense. Donc ce match-là, clairement, m'a montré que ces deux équipes-là, pour moi, pourraient clairement se qualifier. C'est que je vous rappelle encore une fois la règle, le meilleur troisième, 4 des 6 troisièmes vont se qualifier et j'espère que dans ce groupe-ci, l'Angleterre, le Pays de Galles et la Slovaquie vont se qualifier car ces 3 équipes le mériteraient. Alors je vais plus détailler maintenant Marek Hamsik. Donc comme vous le savez, il est joueur du Napoli et il a tout simplement un pied, j'ai peur de dire une connerie, il est droitier il me semble, un pied droit magnifique. Suffit clairement de voir sa première action contre le Pays de Galles où il dribble toute la défense galloise et un gallois sauf sur sa ligne. Ça aurait pu être le plus beau but de l'Euro, pas de chance. Et il a quand même réussi à mettre un but magnifique contre la Russie d'une frappe enroulée lucarne opposée. Ça peut être un des joueurs de l'Euro si jamais la Slovaquie arrive à aller jusqu'en 8e de finale. Donc voilà pour mon joueur coup de cœur, vous avez vu ça va vite hein. Et on va directement, je fais une petite pause dans l'enregistrement et on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo sur les pronostics. Dernière partie de cette triste vidéo sans mon compère JackCR54, un être vous manque et tout le monde est dépeuplé. J'ai complètement changé la citation. Enfin bref, donc on va passer au pronostic. Mon cher Jax, ça fausse tout, hein, puisque tu n'es pas là. Donc je vais pronostiquer pour toi. Alors est-ce un concept? D'abord on va revenir sur les pronostics des matchs d'avant. Mais évidemment Jax n'est pas là. Et comme je ne suis pas prévoyant, j'ai oublié de lui demander ses pronostics. Donc je vais pronostiquer pour lui. Je suis d'accord, c'est malhonnête. Mais j'ai essayé d'être, comment dirais-je, régulier quoi. Je vais essayer de pas dire de conneries. Alors déjà on va revenir sur les matchs sur lesquels on avait pronostiqué la vidéo précédente. Donc tout d'abord le premier match, France-Albanie. Jax avait misé, alors j'avais misé un 3-0 et Jax avait misé un 4-1 je crois. Bon on a eu juste, la France a gagné, ça nous fait un point chacun, mais on n'a pas eu le bon score encore une fois. Alors, donc excusez-moi, je regarde la vidéo d'avant pour voir les matchs sur lesquels on avait pronostiqué. Donc le deuxième match qu'on avait pronostiqué, et je pense, il me semble qu'on a eu juste tous les deux, mais je suis pas sûr du match, donc je vérifie. C'était le match Pays de Galles-Angleterre, voilà, suis-je bête. Alors il avait misé l'Angleterre, donc il a gagné, et j'avais misé, je ne sais plus ce que j'avais misé, figurez-vous. Cette vidéo est clairement faite de manière amateur, puisque je ne sais plus ce que j'avais misé. Donc vous allez voir à l'écran si j'ai eu juste ou pas, je ne sais plus, donc on va voir. En tout cas pour Jack c'est du 1 sur 1. L'autre match Allemagne-Pologne, j'avais misé l'Allemagne, il avait misé la Pologne. Je pense qu'on peut dire que nous nous sommes trompés, hein, mon cher Jax. On s'est trompés tous les deux, 0 points tous les deux, on est un petit peu nul. Italie-Suède, il avait misé le match nul, j'avais misé l'Italie. Et merci à notre ami Eder qui a marqué la dernière minute sur un match ultra chiant. Pour ceux qui ont vu le match, je pense que c'est le pire match de l'Euro. Il n'y a rien eu. Il y a eu un seul tir cadré dans le match et le but. Triste match. L'autre match sur lequel on avait misé, c'était République tchèque-Croatie. On avait misé tous les deux sur la victoire de la Croatie. Nous avons tous les deux tort.
Voilà, c'est pas dingue dingue dingue, hein. Et maintenant le dernier match, Espagne-Turquie. J'avais misé l'Espagne et je sais plus ce que j'avais misé. Alors je ne sais plus ce qu'on avait misé, donc je vais vous le mettre à l'écran pour ça si on a eu les points ou pas. Alors passons maintenant au pronostic. Alors évidemment cette vidéo. Alors voilà, j'ai décidé finalement de ne pas vous montrer la partie où je pronostique en montage parce que avec Jax on en a discuté et on a trouvé que finalement c'est peut-être mieux de faire cette semaine-ci sans pronostic. Voilà, donc les pronostics reviendront la semaine prochaine avec mon ami Jax Taylor qui reviendra également. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je suis bien conscient qu'il y a eu des problèmes de micro, que c'était pas très intéressant du fait que j'étais tout seul, mais voilà, je voulais quand même vous proposer une vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Salut et à bientôt!